On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui se porte sur le montage drop shot si connu aujourd'hui, qui a été mis au point au Japon il y a quelques années par un pêcheur qui se retrouvait face à des poissons apathiques refusant tous ses leurres. Juste décollés du fond, ces carnassiers ne semblaient intéressés que par le menu fretin, moins actif que les autres plus en hauteur dans le banc. Comment présenter précisément un leurre de 2 ou 3 pouces juste décollé du fond et de façon à pouvoir lui imprimer quelques soubresauts discrets. C'est là qu'il y eut l'idée du montage inversé, avec un plomb placé en dessous de l'hameçon. Ce montage permettait de pêcher fil tendu et par quelques manœuvres discrètes de donner un semblant de vie ou d'imiter l'agonie d'une proie. Le succès de ce montage simple et discret fut à la hauteur et notre pêcheur venait d'inventer une nouvelle technique qui allait se répandre rapidement dans le monde entier en moins de 2 années. La base d'un montage drop shot est de pouvoir justement présenter un leurre ou un appât naturel décollé du fond et de ressentir l'attaque qu'aurait amoindri un long bas de ligne et un système de flottaison. L'avantage est que si une touche survient, elle est immédiatement perçue par la canne, permettant un ferrage instantané. Le carnassier, quant à lui, ne perçoit pas le poids du plomb, un avantage certain pour le sandre que l'on connaît pour sa rapidité à recracher un leurre quand il sent quelque chose d'anormal. Le drop shot n'est pas réservé que pour les pêches spécifiques en verticale, visant essentiellement le sandre et la perche. C'est aussi une technique ludique et souvent efficace pour séduire de jolis brochets, notamment quand celui dédaigne nos leurres souples et durs. Nous allons tout d'abord vous montrer un extrait d'une précédente vidéo qui est un tuto sur le montage en lui-même, puis nous verrons les différentes caractéristiques du drop vif. Bon visionnage à tous. Durant les périodes hivernales, la pêche en drop shot se révèle être très intéressante pour prospecter des zones de tenue des poissons. Ce terme anglais fait référence à plusieurs méthodes selon le leurre, l'animation qui sera plus ou moins lente ou rapide. Le drop shot peut être utilisé en vertical, en bateau, tout comme en linéaire du bord. L'une de ses caractéristiques principales, c'est que le plomb est dissocié de l'hameçon, offrant alors une grande liberté au leurre une fois le plomb posé sur le fond. Pour le montage drop shot suivant, nous allons avoir besoin d'hameçons en taille numéro 4 de la gamme Decoy, des plombs spécial drop shot de la gamme Delaland, ainsi que des leurres en 3 pouces créés pour le drop shot de chez Westin. L'hameçon numéro 4 Decoy Worm 10 est équipé d'un œillet fermé au vernis idéal pour accueillir un nœud palomar. Nous utilisons à 80% cet hameçon passe-partout qui permet de passer d'un leurre à l'autre sans changer de montage. Le drop shot permet de présenter des leurres souples à proximité du fond en leur faisant faire du surplace. Cette technique est efficace sur tous les carnassiers, sandre, perche, black bass, avec des leurres comme des vers, lézards, écrevisses et même le brochet. En ce qui concerne l'hameçon, il est attaché en potence avec un nœud palomar situé de 10 à 60 cm de l'extrémité de la ligne. Il y a aussi un nœud que l'on pratique pour mieux centrer l'hameçon. Il convient de passer le fil dans l'œillet, puis de faire une boucle. Ensuite, il suffit de prendre votre hameçon afin de faire passer 3 fois dans la boucle. Il convient d'humidifier le nœud afin d'éviter les casses inutiles. Délicatement, il suffit de serrer afin que les deux parties du nœud viennent aligner l'hameçon parfaitement. Le matériel doit être léger pour optimiser au maximum votre animation. En ce qui concerne les cannes, les ultra légers entre 1 et 8 grammes ainsi que les cannes light entre 7 et 28 grammes seront idéales. La taille de la canne varie entre 1,80 m et 2,20 m en fonction que l'on soit du bord ou en bateau. Il convient d'utiliser de la tresse entre 5 centièmes et 12 centièmes pour favoriser la pénétration de l'eau et faire une partie terminale en nylon entre 22 centièmes et 28 centièmes. Il faut privilégier la finesse. La gamme Delaland propose différents plombs liés au drop shot qui se basent en premier sur la nature du fond ainsi que sur la sonorité du plomb.
Dans notre cas, ce type de plomb permet de pêcher des zones caillouteuses et d'émettre un son plus prononcé qu'un plomb poire qui sera très bon sur un fond vaseux. Ce système de fixation sans nœud permet de régler la hauteur de pêche à tout moment, simplement en déplaçant le plomb le long du bas de ligne. De plus, en cas d'accroc, il se libère de la ligne et sauve le reste du montage. Ici, nous l'avons attaché de manière fixe. Le grammage du plomb varie en fonction du vent, du courant et de la profondeur. En général, lorsque la couche d'eau est peu profonde, le grammage du plomb sera infime, entre 5 et 10 grammes, alors que pour pêcher des poissons dans des couches d'eau plus profondes, il faudra augmenter le poids jusqu'à 20 grammes. Nous connaissons les tendances de nos carnassiers à se tenir postés sur les postes les plus marqués, comme les bancs d'algues, les arbres immergés et les infrastructures où se tiennent les petites proies. Cependant, ne négligez pas les enrochements et le lit de la rivière qui peuvent accueillir une belle population de sangres. En ce qui concerne l'animation, on commence par donner du mou pour que le leurre plane doucement jusqu'au fond. Il faut faire trembler votre ligne sans décoller le plomb, puis donner quelques petits coups de sillon qui feront sautiller sur place votre leurre. Déplacez-le de quelques tours de manivelle et recommencez l'animation. Une autre animation consiste à faire une lente tirée, bannière tendue, ce qui fera ripper le plomb sur le fond, animant naturellement votre leurre souple. Le drop shot depuis ces dernières années s'est imposé en France. Il permet aux débutants comme aux pêcheurs confirmés d'aborder des techniques qui prennent tout type de poisson. L'un des principaux avantages du drop shot étant de pouvoir se déplacer et d'exploiter les postes de manière précise. Là j'ai essayé, vu qu'on vient d'arriver, sur un petit ver de terre pour commencer. Voilà, comme quoi le drop shot, même si on met beaucoup de leurre, c'est vraiment quelque chose qui au gèche naturel marche vraiment très bien. Donc là on peut voir que c'est un poisson qui a été pris réellement sur le bord de gueule. Donc vous allez voir, hop, hop là, normalement c'est juste une pression, hop, je m'étais pas trompé. Et donc voilà, donc un petit poisson qui va repartir à l'eau. Depuis peu, un autre choix qui a fait ses preuves dans cette technique de prospection à ras du fond est le drop vif. Certes, on peut toujours considérer que cela s'apparente à la pêche au vif, ni plus ni moins, et cette technique peut être réfractaire pour beaucoup de pêcheurs soucieux de ne pas utiliser d'èche vivante. Néanmoins, force est de constater que l'on peut s'obstiner quelquefois à utiliser des leurres souples et sortir toutes les nouveautés de sa boîte sans résultat probant. Il y a une réalité incontestable. Rien ne peut remplacer un vrai poisson, même si les concepteurs de leurres rivalisent d'ingéniosité pour proposer des produits plus vrais que nature. Cela étant, il n'y a pas de volonté de réhabiliter ici la pêche au vif auprès de ceux qui estiment qu'elle est d'un autre âge, mais de reconnaître l'efficacité du drop vif quand les brochets ont le nez dans les herbiers et que rien ne semble pouvoir les sortir de leur inertie. Faire danser un gardon 1 mètre au-dessus du fond et répéter cette animation par arrêts successifs est forcément payant et fait sortir de sa torpeur le plus récalcitrant des carnassiers. Si la technique au drop shot est particulièrement efficace pendant la saison hivernale sur des carnassiers qui ne manifestent que peu d'activité en raison de la température de l'eau et de ce fait de la modification de leur métabolisme, on doit considérer même en début de saison que les conditions météorologiques ne sont pas forcément toujours favorables. Les modifications successives de la pression atmosphérique et de la température de l'eau, l'apport important de pluie sont des paramètres qui modifient considérablement l'activité des carnassiers. On peut toujours compter sur quelques fenêtres d'activité dans la journée, mais reconnaissons ici que pêcher l'eau en power fishing devient assez vite rébarbatif quand aucune touche ne survient. C'est pourquoi il peut être intéressant d'aller chercher les carnassiers et de tenter de provoquer une réaction qui fut territoriale. Le drop shot est capable de pallier à cette inactivité en venant titiller le sambre ou le brochet dans son environnement immédiat et en l'amenant à réagir à force de voir danser au-dessus de sa tête ce leurre qui sautille ou ce vif qui, sentant sa présence, tente de fuir.
La problématique avec le brochet est de faire face aux coupes toujours possibles quand le montage en fluorocarbone de 35 centièmes ne lui est pas forcément destiné. Même si 2 fois sur 3 le brochet est piqué sur le bord de la gueule et de ce fait le fil est à l'extérieur, il arrive que le vif est plus profondément engamé. Le fluoro ne résiste pas à la succession de lames de rasoir qui arment efficacement sa gueule. La solution réside dans un montage avec une potence en fluorocarbone au minimum de 60 centièmes, soit un émerillon rolling qu'utilisent les carpistes. Le seul inconvénient de ce montage en paternoster, c'est son manque de discrétion. Certes, un 60 centièmes risque de beaucoup souffrir et on n'évitera pas dans certains cas la coupe, mais c'est un bon compromis qui donne satisfaction. La pêche au vif n'a pas bonne presse, j'en conviens. Elle n'a pas l'apanage des pêches modernes, elle peut être décriée car elle ne répond pas forcément à la philosophie du respect du vivant. Mais quand on trempe du leurre toute une journée sans résultat probant et qu'un papy vous fait 2 brochets de plus de 90 en pêchant au vif, on ne peut constater que l'efficacité de cette technique ancestrale. On peut se refuser à écher un poisson vivant ou mort sur un drop, le ferrage étant instantané. Jamais à ce jour je n'ai remis à l'eau dans de mauvaises conditions un carnassier ayant succombé à mon montage, qu'il soit brochet, cendre ou perche. En matière de canne, je préconise une canne de type spinning M ou ML, donc 5,21 grammes et d'une longueur de 2,10 m, 2,20 m. L'action de la canne doit être assez rapide. Autre avantage d'une canne raide est qu'étant parfois amené à pêcher dans des endroits très encombrés, il faut une canne qui ait la capacité d'extraire un poisson rapidement de l'obstacle. On peut également utiliser le casting qui se prête bien à la technique, mais plus en bateau et sur des pêches verticales. Pour les moulinets, je préconise du 2500 voire du 1000 dans certaines conditions, c'est-à-dire en vertical ou en bateau. Niveau tresse, une tresse centième est polyvalente, que ce soit du bord ou en bateau. Il y a certaines périodes où les poissons sont difficiles et tatillons, donc je n'hésite pas à descendre jusqu'à 6 centièmes pour plus de discrétion et de précision dans mes animations. Pour le fluoro, toujours la même rengaine, il faut s'adapter selon les saisons, la couleur de l'eau, la luminosité ambiante, la tenue du poisson et d'autres facteurs qui peuvent jouer. Le fluoro est un passe-partout, surtout avec un 35 centièmes, mais n'hésitez pas à descendre jusqu'au 18 centièmes en général sur des secteurs éduqués et où les poissons voient pas mal de l'heure passer. Pour le plomb, je varie en fonction des conditions et du débit, mais de manière générale, j'ai toujours une petite boîte avec un grand panel de grammage différents. Cela peut aller de 3 jusqu'à 18 grammes, mais je pêche généralement entre 8 et 14 grammes. J'utilise soit des chevrotines, soit des plombs drop type bâton, car il passe mieux entre la roche, les cailloux et les obstacles bétonnés. Il a tendance à moins se tanker du fait de sa forme. C'est important dans votre pêche de ne jamais toucher le fond trop fort. Il faut le toucher, certes, mais il faut essayer de trouver à chaque fois la bonne équation pour que le montage soit le plus planant pour plus de discrétion. Un plomb qui tape au fond, cela s'entend de très loin et peut donc ajouter une quelconque méfiance au poisson. Une nage planante permet également d'imiter à la perfection la nage d'un poisson malade ou sur le point de mourir qui aurait du mal à tenir dans le courant. Pour la distance entre le plomb et l'hameçon, je varie encore une fois en fonction des conditions du moment, mais en général l'hiver je place mon plomb à une quinzaine de centimètres de l'hameçon et par contre en fin d'été, début d'automne, je n'hésite pas à augmenter la distance à 30-40 cm en rapport avec les boules d'alevin présentes entre deux eaux à cette époque de l'année. Ne vous inquiétez pas, même un drop qui resterait sur place à 1 mètre au-dessus d'un cendre en statique, cela correspond parfaitement à sa phase d'attaque. Il a tout l'élan nécessaire et surtout le temps de visualiser la proie, même par une eau très chargée. Le cendre possède une vue et une ligne latérale surdéveloppée qui lui permettent de trouver ses proies même par une faible luminosité, d'où l'intérêt de pêcher lentement, donc au drop vif. Voilà, là maintenant on se retrouve donc pour la partie animation et choix du poste. Alors c'était pas du tout prévu de faire quelque chose sur le drop vif aujourd'hui. Encore une fois, je vous répète que c'est vraiment pour aborder les conditions hivernales qu'on a fait cette vidéo. Mais bon, le drop vif reste quand même très intéressant pour l'hiver, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc là vous allez prendre votre drop et vous allez donc prédéterminer un pan de mur ou quelque chose qui pour vous est susceptible de cacher un poisson.
Ensuite, vous allez faire un lancer un petit peu comme au toc. Hop. Voilà. Ce que je fais, c'est que moi je contrôle toujours la bannière en fait avec le doigt. Bing, je viens d'arriver au fond. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez votre plomb qui se pose sur le fond. Votre appât qui est à la taille que vous désirez, ou plutôt à la hauteur d'eau que vous désirez. Maintenant, l'action c'est très simple. C'est une action qui en fait... J'ai un poisson, je te jure j'ai un poisson. Vas-y, donne les plusieurs. En live. Bon bah les amis, voilà, là c'est vraiment un beau poisson pour conclure. Donc on arrive à la limite de l'heure légale. Il nous reste une demi-heure pour partir et pour pêcher encore si on le souhaite. Donc voilà encore une magnifique perche qui vraiment aura succombé donc à un montage avec un petit vif. J'espère que cet épisode vous aura vraiment plu, que ça vous permettra d'avoir quelques astuces pour aborder vos parties de pêche automnale. Et vous verrez, vous ferez de très jolis poissons comme ça. Je vous le rappelle encore une fois, n'oubliez pas que les perches ont une gueule volumineuse, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà un poisson qui est magnifique. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et qui vous aura permis de pouvoir justement attraper un certain nombre de poissons. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode.